chapitre 41. Jeudi 12 janvier 1990, au bureau des détectives. Bart prend la troisième cassette et la glisse brutalement dans le lecteur, en faisant claquer le couvercle. Hé, fais attention, c'est un cadeau de ma mère. Quoi, ce vieux truc? Bien fait pour toi, t'as qu'à respecter mon matériel. Ouais, c'est un cadeau de ma mère. Et alors, il fonctionne bien? En plus, je te rappelle qu'on en a besoin, là. Le détective est rouge et transpirant, comme s'il avait avalé une poignée de piment. Il peine à reprendre son souffle. Toi, tu peux toujours courir pour que je t'aide si tu t'étouffes avec ta langue. C'est une expression belge, ça? Je la connaissais pas. Ouais, ben moi, au moins, je parle français mieux que toi, tu sais parler anglais. Alors, c'est pas demain la veille que toi, tu parleras le néerlandais, hein? Ah bah là, je vois pas le rapport avec le fait que tu maltraites mon matériel. Et puis zut, tu me fais chier avec tes vieux principes. Écoute-la toi-même, ta cassette. Moi, je vais boire une crique au bar à côté. Quoi? Tu vas boire une bière maintenant? Mais t'es pas bien, toi? On a du boulot! Bart sortit en une seconde en claquant la porte. Fais chier! Tête de con! Andy est furieux, mais Bart est déjà trop loin et ne l'a pas entendu. Il rebobine la cassette et appuie sur le bouton play. À la fin de notre dernier entretien, vous m'avez parlé d'une deuxième personne dangereuse, juste avant de nous quitter. Pouvons-nous en parler aujourd'hui? Andy s'avance sur sa chaise et ricane. Vas-y, balance le nom du deuxième mec. Il va bien rire, le psy. Andy s'est avancé. Les coudes appuyés sur ses genoux, il se frotte les mains. Il attend le moment depuis ce début. Vous voulez parler de Jérôme Suchard? Vous ne l'aviez pas appelé comme cela? Jésus, si vous préférez. Avez-vous rencontré Jésus? Je connais Jérôme Suchard. C'est un chercheur en psychologie sociale. Il a travaillé dans l'équipe d'un collègue en Égypte. Il a adapté son nom pour passer inaperçu. Que pouvez-vous me dire de lui? C'est un escroc et il est extrêmement dangereux. Il a utilisé une porte temporelle pour filer en douce après son retour en 2084. On a fait des recherches après l'activation de la porte. La police a trouvé chez lui des notes au sujet de l'Arche d'Alliance. Et que pensez-vous qu'il a fait? Rien! Il s'est planté! Il n'a jamais trouvé l'Arche d'Alliance. Si c'était le cas, on ne serait probablement pas là pour en parler. Expliquez-moi. Il n'est pas arrivé à la bonne date. Il y a une erreur de calcul et il y est arrivé plusieurs siècles après que Moïse l'ait déplacé. Donc trop tard pour intercepter le convoi dans le désert. L'arche avait disparu. Il n'a jamais pu être retrouvé. Une erreur de date? Oui, il y en a eu de plus en plus. Plus il y a de changements dans l'histoire, plus c'était difficile de programmer une date précisément depuis 2084. Aujourd'hui, c'est presque impossible. Le médecin ne répond pas. « C'est pire que le train », se dit Andy. On sait qu'il est arrivé en Égypte. On connaît la porte temporelle. Il a suivi la route de Moïse. Il est arrivé à Jérusalem et s'est fondu dans la population. Il a dû changer de nom pour passer incognito. Il était armé? Peut-être. On ne sait pas. Par contre, on est sûr qu'il n'a pas pu emporter beaucoup de choses avec lui, parce que c'était une toute petite porte qui permet tout juste à un adulte de passer. Ce n'est pas fait pour emporter une cargaison. Je vois. Que pouvez-vous me dire de plus? Il avait 30 ans et pas de barbe, contrairement aux images dans les livres. Il a dû s'adapter au look local, c'est logique. Autre chose? Vous connaissez l'histoire comme moi puisque c'est la vôtre. Enfin, je veux dire, l'histoire de votre religion. Il a démarré une révolution façon Che Guevara, et ça a mal tourné. Une belle expérience de psychologie sociale qui n'a pas plu au pouvoir en place. Il a été arrêté par les Romains et ils l'ont pendu sur une croix comme un saucisson. Et puis, il a séché au soleil. Et l'Arche d'Alliance? Il y a eu des rumeurs disant qu'il a été emporté dans le temple de Salomon. Ensuite, il a complètement disparu. On ne sait pas où il est, mais c'est inquiétant. Pourquoi cela vous inquiète-t-il? C'est une bombe, je vous l'ai déjà dit. Andy passe plusieurs minutes en accéléré. Toujours la même chose, encore et encore. Il retourne la cassette et reprend la lecture. La cassette redémarre sur la face B. Les trackers ont essayé d'intercepter Jésus à son arrivée. Mais une fois de plus, il y a eu un problème de précision. Ils sont arrivés 30 ans trop tôt. Les trackers, qu'est-ce que c'est? Ce sont des drones, des machines volantes autonomes, ce que vous appelez des ovnis. On en a envoyé des dizaines à toutes les époques pour surveiller l'activité des T1 qui sont retournés dans le temps. Les ovnis sont des machines volantes qui viennent du futur?
Non, les ovnis ne sont pas toutes des machines autonomes. Les drones sont souvent ronds ou sphériques et plutôt petits. Les gros triangulaires ou en forme de cigare, ce sont les aérospaces. Cela transporte des gens. Je vois. Un jour, il y a eu un problème de moteur sur un aérospace. Il est arrivé en faisant beaucoup de bruit et de fumée. Évidemment, il fallait s'y attendre. La machine à faire des mythes s'est mise en route. Il s'est retrouvé directement dans la Bible. Une histoire complètement déformée, racontée par Ézéchiel, reprise ensuite par Enoch, qui l'a modifiée à son tour. Si on voulait être discret, c'est raté. Je vois. Et vous avez voyagé là-dedans pour venir ici? Ah, comme je vous l'ai dit, nous sommes venus une première fois dans un aérospace et nous sommes repartis en 2084. Mais les drones sont des machines avec une intelligence artificielle. Ils sont complètement automatiques. Et Jésus est venu dans une machine? Non! Je viens de vous dire qu'il est passé par une porte temporelle. Vous ne m'écoutez pas? Je vais arrêter de répondre à vos questions. Oui, pardon. Donc, vous m'avez dit que la machine est arrivée trop tôt pour trouver Jésus. Oui, 30 ans trop tôt. Il s'est arrêté au-dessus d'une porte cachée dans un champ à quelques mètres d'une bergerie. Et on arrive où selon les livres d'histoire? Ah, je ne sais pas. Vous allez me le dire. Ah, futé le médecin. Andy en profite pour analyser sa technique de questionnement. C'est toujours intéressant de comparer ses méthodes avec d'autres professionnels. On en arrive à l'histoire du petit Jésus qui naît, comme par hasard, dans une bergerie. Ce n'est vraiment pas de chance. Le drone arrive pile au moment de la naissance d'un enfant de berger. C'est plus sympa d'avoir un élément clé comme celui-là dans une histoire. Ça aide à la vente. Joli coup de marketing, ça, je vous le dis. Le médecin reste muet. Imaginez la scène, en pleine campagne, dans la nuit noire. Un tracker, ou plutôt un ovni comme vous les appelez, passe en scannant la zone. Il n'y a rien aux alentours. Il vole sans faire de bruit et est lumineux comme le soleil. Il repère la porte temporelle et s'arrête quelques instants. Les paysans du coin voient une naissance juste au même moment. Il y a vraiment de quoi faire un best-seller. Vous pensez sérieusement ce que vous venez de dire? Mais c'est ce qui s'est passé. Je n'invente rien. Continuez. Le reste est simple à comprendre. 30 ans plus tard, Jésus arrive avec des connaissances scientifiques de 2084. Il comprend qu'il va falloir être malin pour mettre la main sur l'Arche d'Alliance. Et il essaye de soulever le peuple contre les Romains. Il est crucifié et devient l'icône du martyr mort pour sauver le peuple. Il a été très vite remis à sa place. Et ensuite, l'histoire a été fortement romancée par les hommes au cours des siècles qui ont suivi. La révolution a commencé avec lui. C'est l'opposition du bien contre le mal, les gentils contre les méchants, les Romains. Le problème est que les gens ont été abusés et qu'ils n'ont pas vu que leur sauveur est un leader de secte terroriste. Une secte? Mais comment pouvez-vous penser que l'Église catholique a démarré? Jésus et ses 12 apôtres, c'était une secte révolutionnaire. Rapidement, les révolutionnaires sont devenus de plus en plus nombreux et se sont structurés. Ils ont bien compris qu'ils pouvaient gagner énormément d'argent tout en prenant part au pouvoir. L'Église catholique est née et l'évolution des connaissances a ralenti dramatiquement à cause de l'obscurantisme religieux au Moyen-Âge. On a perdu des siècles d'avancées technologiques. Je vous sens perturbé. Nous allons en rester là pour aujourd'hui. Un souffle surgit du lecteur de cassette. Le psychiatre a arrêté l'enregistrement. Des pas résonnent dans le couloir. Bart entre brutalement comme à son habitude. « Et alors, tu t'es pas endormi ?» Le détective est souriant et semble de bonne humeur. « Et tu as tout écouté ?»« Je viens de terminer la 3e cassette. Rien de neuf. On a déjà tout dans les rapports. »« Et qu'est-ce que tu penses du médecin ?»« C'est un psy, hein. Rien de particulier, pourquoi ?»« Parce qu'il y a un truc qui me chiffonne un peu depuis ce matin. »« Ah ouais, quoi ? As-tu remarqué que le psy ne pose pas de questions sur le futur ? Il pourrait lui demander comment ce sera le monde en 2084. Son monde à elle. Elle pourrait le décrire, non ? Parce que là, il lui fait encore dire une fois ce qu'elle a déjà raconté 10 fois.
Ouais, c'est pas bête. S'il ne pose pas les bonnes questions, on ne peut pas avoir les bonnes réponses. Et à quoi ça te servirait de savoir comment est le futur dans 100 ans si c'est raconté par une folle? Ah, je me dis que la folle, elle raconte peut-être des choses correctes qu'on peut utiliser. Et quel est le rapport avec le futur? Non, ce n'est pas le futur qui m'intéresse, mais le passé. Comment est déterminé l'emplacement des portes temporelles? Tu t'es une fois demandé ça, toi? Non mais laisse tomber, c'est une histoire de dingue. C'est un détail. Les portes qu'elle a décrites mènent toutes à des cirques archéologiques, sauf celle de Sainte-Véronique. Pourquoi? Hé, je te rappelle que ça sort tout droit de la tête d'une psychopathe. Dis donc, monsieur le scientifique. Alors tu peux aussi m'expliquer pourquoi plusieurs personnes tuées ont le même sang? Tu l'as lu aussi dans le rapport. Le résus AB négatif est très rare. Pas rare, très rare. Bart a accentué exagérément le R comme quand il veut insister sur quelque chose. Et il a raison. Andy relativise. Ouais bon, il y a 3 AB négatifs sur 6 morts. Ça fait un rapport d'1 sur 2, soit 50%. Nom de Dieu, c'est toi qui me l'as une fois dit que c'est très rare. Ok. Tu peux aussi ajouter qu'Alicia Distrier est AB négatif, et selon le rapport sanguin de 1970 trouvé chez le curé, Mine est aussi AB négatif. Ah bah il y a un nid, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bart devient tout rouge et explose d'un coup. Dis, Marnuque, tu as encore une fois mis ta tête de con aujourd'hui? Tu ne trouves pas que ça fait vraiment beaucoup? Faut apprendre à compter, hein? T'es fatigant, j'en sais rien, j'ai besoin d'une pause. Ouais, c'est bon, on va prendre l'air et on termine les cassettes. J'en ai marre.